Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur le libre journal des artisans, présenté par Benoît Aguelon et Benoît Duchâtelet. Benoît Duchâtelet, bonjour, bonsoir. Bonsoir mon cher Benoît Aglon. Ah Benoît, c'est bien. Deux Benoît, c'est mieux. Merci. Donc pour cette émission est particulièrement enregistrée, donc vous ne pourrez pas répondre en direct, mais vos emails et courriels sont les bienvenus. Donc voilà. Ce soir, dans ce libre journal des artisans, nous allons rencontrer une personne fort intéressante, comme tous nos invités, et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Alexandra Latour, qui va nous parler de broderie, de mode, de collection, et aussi, on va dire, d'économie circulaire. Voilà. Alexandra Latour, bonsoir. Bonsoir Benoît, Donc Alexandra, on fait connaissance, notamment par le biais de Pascal Payen-Appenzeller du Geste d'Or. On aura l'occasion d'en parler et qui fera l'objet d'une prochaine émission. Donc vous êtes brodeuse à l'origine. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui, je suis donc brodeuse actuellement, mais mon parcours est initiatique. En fait, je viens de l'école Boulle. J'ai été formée en tapisserie scénographie, donc pas du tout en broderie. Et tout mon parcours au niveau du cursus de mon parcours scolaire, Oui. donc c'était dans les métiers d'art. Ça a toujours été dans les métiers d'art. Après, j'ai eu une licence et un doc d'art plastique. Je suis partie au Danemark chez un designer et quand je suis revenue, j'ai travaillé dans un bureau de style pendant 2 ans, mais plus en prêt-à-porter. Prêt-à-porter au Sentier, dans un endroit où on était dans un bureau de style. On travaillait pour aussi bien Naf, Morgan, Zara, Diablesse, Sine Qua Non, toutes ces marques de prêt-à-porter. Et rapidement, j'ai fait comme un grand écart. J'ai basculé dans le milieu de la haute couture et j'ai intégré la maison Le Sage. Et au sein de la maison Le Sage, j'étais... Une maison de broderie, c'est ça ? Une maison de broderie, voilà. Une maison de broderie qui a été rachetée par la maison Chanel en 2002, de mémoire. Oui. Et donc, ça a été un gros coup de cœur de travailler là-bas. Donc, j'ai travaillé chez Le Sage pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai intégré la maison Christian Dior, un atelier de broderie qui s'appelle Vermont, où j'ai travaillé pendant 4 ans. Oui. Et par la suite, j'ai travaillé 2 ans chez Saint-Laurent pendant les périodes de collection. Et suite à ça, j'ai monté mon propre atelier. D'accord. Donc un parcours dans des maisons prestigieuses. Oui. Vous avez commencé entre guillemets sur un métier plutôt intellectuel, dans le design et la mode, et puis finalement après dans la broderie, dans l'utilisation de la main, c'est ça ? J'ai jamais quitté le milieu du textile. D'accord. Finalement, ça a été un fil conducteur. Mais c'est vrai que mon parcours initialement était plus dédié à la décoration d'intérieur. J'étais fan de Elle Décoration à l'époque, quand j'étais plus jeune, je regardais ça avec des yeux émerveillés. J'ai jamais quitté ce milieu du textile qui me parle énormément. C'est vrai qu'en scénographie, ce qu'on avait appris, on avait décoré les vitrines de la rue du Mail, par exemple. Donc les maisons comme Le Lièvre, Edmond Petit, Boussac. Et on avait des choses comme ça qui étaient assez intéressantes, des maquettes, travailler la matière du tissu, essayer de mettre en valeur le tissu. Et effectivement, quand j'ai travaillé après au Sentier, c'était très enrichissant. Mais je les remercie. D'accord. Vous avez eu la chance, Alexandra, de vous former à l'école Boulle. On avait un invité qui avait apprécié ses années aux Beaux-Arts. À chaque fois, la base historique est toujours essentielle. Oui. Alors, certains, c'est pour s'en affranchir. Je pensais à notre peintre qui avait commencé aux Beaux-Arts et qui savait pourquoi il voulait tendre vers autre chose que ce que lui apportaient les Beaux-Arts. Oui. Mais en revanche, l'école Boulle, c'est toujours le Graal pour certains. Vous avez dit tapisserie, mais il y a des formations généralistes les premières années. Alors non, pas forcément. Il y a différents cursus. Vous avez tout le cursus des métiers d'art. Donc à l'époque, c'était 12 ateliers. Je crois que maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y en a peut-être 14, 15, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais il y a tout un cursus où certains élèves arrivent dès la seconde et font un parcours de formation de métiers d'art. C'est assez méconnu.
et de venir dès la seconde. Souvent, c'est plus le CAP. Oui, c'est pour ça, je voudrais qu'on insiste là-dessus, parce que pour ceux qui ont l'habitude de l'émission, le principe même du Libre Journal des artisans, c'est de faire un point sur la diversité des scénarios et des formations. Et là, vous avez raison, on ne précise pas assez qu'il peut y avoir des vocations naissantes dès le lycée. Oui, tout à fait. Souvent, donc, les portes ouvertes de cette école et des écoles d'art sur Paris, les 4 écoles publiques, sont fin janvier. Et là, on peut voir et on peut apercevoir tout un panel de métiers vraiment souvent méconnus des élèves qui sortent de la 3e pour pouvoir s'inscrire dans ces écoles-là. Quand j'ai voulu m'inscrire dans une école d'art, donc j'étais en 3e et je suis venue aux portes ouvertes avec mes parents. Et mon coup de cœur a été l'école Boulle. Oui. La question a été, quand on est revenu de ce week-end où on a visité toutes ces écoles, mon père m'a posé la question quelle école je préférais. Et là, je lui ai répondu bizarrement, excuse-moi, mais c'est l'école Boulle. Parce que mon père venait de l'école Boulle. Ah. Sauf qu'il est sorti dans les années 60 de cette école. Et à l'époque, c'était très masculin. D'accord. Il avait une méfiance, et puis sur la possibilité de trouver du travail par la suite, parce que les métiers d'art sont énormément mis en valeur aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas dans les années 90. Oui, il y a une traversée du désert forte, oui. C'est ça, oui. Il y a eu, avec collège unique, il y a une dévalorisation des filières professionnelles, des métiers manuels. Finalement, on en revient aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui font des reconversions dans des métiers manuels. Bon, j'en suis moi-même l'illustration, parce que j'étais consultant stratégie avant de devenir artisan tailleur de costumes. Mais votre père aujourd'hui travaille encore Non, il est à la retraite, mais il a travaillé des années dans l'agencement et décoration de grands magasins. Donc vous étiez en premier lieu un petit peu dans la droite ligne de ce que faisait votre papa. Oui, je l'ai vu toujours faire des plans. C'était des plans au rotring à l'époque. Oui. D'accord. Et vous avez dévié? J'ai dévié à quel moment? Dans le choix qui a été le vôtre d'opter effectivement pour l'école Boulle et sa formation. Oui, parce que j'aurais pu choisir. Il y avait Corvissart aussi, l'école Estienne. Il y avait Dupéret, Olivier de Serres. Ouais. Olivier de Serres, je crois que c'est toujours après le bac. C'est pas dès la seconde. Mais c'est vrai que mon coup de cœur a été pour l'école Boulle. Et au sein de l'école Boulle, plusieurs formations. Alors, au sein de l'école Boulle, quand les élèves arrivent dès la seconde et ils choisissent ce secteur de métier d'art, ils ont, je crois que c'est 1 semaine de visite des différents ateliers. Parce qu'ils peuvent avoir un coup de cœur lors des portes ouvertes, mais foncièrement, c'est intéressant pour eux d'essayer de tester la matière et de voir si vraiment ils ont une aptitude plus à l'un, plus à l'autre. Donc, on fait 1 semaine, on va dans chaque atelier, sculpture, ébénisterie, marqueterie, gravure en modelé, gravure ornementale, voilà, ces métiers. D'accord. Et donc, coup de foudre, tapisserie pour la tapisserie. Et exactement. Puis, voilà. Donc, votre parcours vous a amené au design ou à l'agencement. Oui. Et puis, de fait, et la broderie, c'est arrivé quand? Alors, la broderie, c'est... Quelque part, je faisais des dessins j'étais dans le bureau de style, je faisais des recherches de matière, de tissu quand j'étais au Sentier. Donc, tous les biblabos, toutes les recherches des gammes de couleurs que l'on a au début des collections. Oui. On travaillait beaucoup avec les usines dans la région de Lyon. Oui. Et puis dans le nord près de Lille, il y avait aussi beaucoup de sociétés. Oui, puis les teintures, les imprimeurs. D'accord. Donc j'ai énormément côtoyé ce milieu-là. Et on travaillait beaucoup de dessins. Et tous les dessins, parfois il y avait des dessins de broderie aussi qui étaient demandés. Donc j'étais pas loin de ce secteur-là. Mais c'est vrai que le grand écart a été vraiment quand j'ai intégré la Maison Le Sage. D'accord. Et dans la Maison Le Sage, vous avez appris à broder donc en interne? J'ai appris à broder, à les aider surtout à broder. J'ai accompagné en fin de collection parce que j'étais dans la partie dessin.
Donc c'est bien séparé, c'est-à-dire que vous avez les brodeuses et vous avez les dessinateurs de l'autre. Et tous les dessinateurs préparent le travail pour les brodeurs pour que quand ils ont le tissu sur leur métier, ils ont toutes les indications, ils ont une légende, ils ont un dessin, les fournitures et ils sont capables de nous lire et de comprendre ce qui est demandé et ce que le designer ou le directeur artistique souhaite. D'accord, une sorte de chaîne de montage comme en couture. Voilà. L'idée, normalement, c'est quand ils ouvrent notre dessin, ils comprennent tout ce qui est demandé, toutes les fournitures, où les placer. Mais il y a souvent des échantillons, enfin, il y a tout un travail en amont. Mais moi, j'étais plus à la partie dessin. Et pendant la période de collection, souvent, ils ont besoin d'aide. Nous, on a fini au dessin, on est plus en amont du travail pour les collections. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à broder, à les aider à l'aiguille. Et puis après, il y a une brodeuse qui m'a montré comment faire au crochet. Cela dit, chez Le Sage, j'ai jamais brodé au crochet parce que c'est vraiment, voilà, c'est un secteur particulier. C'est un travail de brodeuse. Moi, j'étais que dessinatrice à ce moment-là. J'ai plus appris après. Alors, vous avez raison de commencer à faire un peu des distinguos parce que il y a l'approche un peu néophyte de notre part. Oui. Quand on parle de brodeuse, on a des images en tête. On a envie d'être embarqué au Puy-en-Velay. On a envie de voir quelques brodeuses dans l'imagerie populaire, mais dans la haute couture et la finesse du travail qui est demandé dans votre univers, si vous pouvez revenir sur... Ça va être intéressant d'essayer d'imager, puisqu'on est à la fois un peu audio et vidéo aujourd'hui, mais d'imager ce travail de broderie dans l'univers de la haute couture. Oui. Parce que ça peut être beaucoup de choses différentes. Exactement. Ce qui m'a plu et le coup de cœur que j'ai eu quand j'ai intégré la maison Le Sage, donc l'atelier qui appartient à Chanel, c'était de voir toute cette pluralité de techniques et de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut tout broder. On a un panel de possibilités qui est juste incroyable et on n'imagine pas toutes ces techniques. Mais justement, tout ça veut dire quoi ? Voilà. On peut broder du verre, du plastique, on peut broder donc de la laine, des nouvelles matières, de la 3D. On peut broder de la 3D. Sur quel support ? Sur tous les supports textiles, on n'est pas limité. Ça peut être du plastique, du papier aussi, on peut broder sur du papier. Donc c'est vrai qu'on a ce qui me perturbait un petit peu au début, c'est que quand je décrivais mon métier, des personnes qui ne connaissaient pas la partie haute couture et qui ne devinaient pas ce qu'il pouvait y avoir sur les robes, se demandaient quel point, souvent c'est le point de croix qui est le plus connu finalement. Oui. Et on imagine ce métier au coin du feu, à broder, et voilà, on n'imagine pas tout un univers. Maintenant, c'est plus mis en avant, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on le percevait encore très peu. Oui, mais en même temps, si on Maintenant, il y a regarde beaucoup quelques de- robes du XVIIe, du XVIIIe, la broderie était pratiquée. Il y avait des pièces d'exception qui étaient portées une à deux fois, mais qui étaient dans le quotidien de certaines cours. Oui, tout à Donc fait. la technique existait déjà. Oui, 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 L'exubérance et la beauté de la création C'est existaient. Oui. Ensuite, effectivement, ça s'est perdu. Ensuite, il y a eu le talent, et c'est pour ça que vous parliez des maisons reprises par telle ou telle grande maison de couture qui ont sauvé des savoir-faire. Oui. Mais comment vous avez effectivement... après, on parlera des outils que vous utilisez, Oui. parce que les outils sont très importants. Il y a le Oui. savoir-faire du bout des doigts, Oui. et au bout des doigts, il y a un outil. Oui. Et pour la broderie, ça compte aussi beaucoup. Donc Exactement. voilà, si vous pouvez revenir sur le fait que ce sont des choses qui faisaient partie du patrimoine historique de la mode, en tout cas si on parle de la France, et dont vous en nourrissez pour que ça perdure. Exactement. Souvent, on a des archives. Je sais que Monsieur Le Sage achetait souvent des archives à Drouot. Et c'était souvent utilisé même par les créateurs. On a eu parfois, par exemple, pour une collection Dior, on venait nous montrer des modèles du 18e. Et voilà, c'était les inspirations principales. Il fallait reprendre, après travailler les couleurs un peu différemment ou non, parce qu'il y a toute une tradition aussi en termes de code couleur par rapport à certaines périodes. Enfin, pas code couleur, je ne peux pas dire ça. C'est surtout
les pigments qui étaient utilisés à l'époque. Donc, en fait, soit les directeurs artistiques s'en inspirent ou pas. Ou après, Donc ça, c'est pour coller à un univers de mode de l'époque, comme vous dites, mais ensuite, il y a le choix des matériaux. Exactement. Et les pièces du 18e, vous les démontiez pour les copier d'une certaine manière? On s'inspirait. Non, on s'inspirait. Inspiration. Après, pour plusieurs créateurs, ça peut être aussi des tenues traditionnelles, par exemple d'Espagne, avec des boléros ou autres. Mais souvent, on part de certains visuels. Chaque brodeur, chaque atelier part avec normalement avec les mêmes inspirations, les mêmes photocopies, les mêmes sources d'inspiration. Et de là, on prépare des échantillons. Je vais peut-être un peu procéder sur le... C'est l'avantage, vous êtes chez vous aujourd'hui, vous avez le temps prenez le temps de nous expliquer. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, nous sommes dans le Libre Journal des Artisans et nous accueillons ce soir Alexandra Latour, donc, qui a un site internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos sites internet? Oui, c'est www.atelierlatour.com. Atelier Latour au singulier, oui. LATOUR.com. Exactement. D'accord, merci. On peut reprendre la conversation. Et on parlera de l'autre site internet tout à l'heure. Voilà. Donc le process, c'est généralement donc les directeurs artistiques, ils ont leur thématique, ils viennent avec des sources d'inspiration. Et de ces sources d'inspiration, ils font appel à plusieurs brodeurs et on vient travailler donc la partie dessin et la partie source de matière et après échantillon. Et en fonction des échantillons qu'on leur fournit, ils nous donnent leurs inspirations, c'est-à-dire leurs figurines, leurs silhouettes qu'ils ont déterminées, le look qu'ils veulent faire. Et en fonction de ça, en fonction de l'échantillon, du patronage qui nous est fourni et de leur dessin de figurines, on va venir adapter la broderie sur le vêtement. C'est-à-dire qu'on vient relever leur patronage et travailler le dessin en fonction de l'échantillon qui a été fait pour avoir l'exactitude de ce que souhaite le directeur artistique. Donc parfois, il y a des va-et-vient entre les dessins et le directeur artistique, savoir pour affiner vraiment cette démarche et cette recherche. Et par la suite, on vient réaliser un calque où on vient dessiner dessus. On pose un second calque sur le premier, sur le dessin, et on vient perforer nos calques. C'est-à-dire qu'on vient réaliser comme du braille, en fait, comme un pochoir. Ça ressemble à du braille, mais c'est un pochoir. C'est-à-dire que, par exemple, une perle, c'est un trou, ou un éclat, ou un bijou, ça va être une croix. Et ainsi de suite. C'est tout un code intramuros qui est donné entre le dessinateur pour le brodeur. C'est-à-dire que s'il a une ligne interrompue avec des petits traits, il va comprendre que c'est un petit tube. S'il a une ligne continue, il va comprendre que c'est une ligne de perles, ainsi de suite. Donc pour cette démarche technique, on peut faire une analogie musicale, c'est vraiment sa partition. Exactement, oui. D'accord. Tout à fait. Et lorsque c'est donné au brodeur, notamment par exemple pour une veste, ça se fait avant le montage. Exactement. Oui, parce que de toute manière, après, il y a la doublure, il y a la parmenture et tout ça qui est à monter. Exactement. Donc, c'est le travail préparatoire. Voilà, c'est le travail préparatoire. Et on détermine dès le début ce qui va être monté et ce qui ne va pas être monté sur métier à broder. Parce que parfois, on a les empiècements qui ne sont pas brodés, voilà, on a les manches qui ne sont pas brodées, donc elles ne sont pas montées. Mais par contre, par exemple, si pour une robe, on a deux devants, par exemple, ou un seul devant, ce sera monté sur métier, brodé et assemblé après en atelier. C'est confié, l'ensemble des tissus brodés sont confiés après au couturier. Oui. Et c'est absolument pas dans l'atelier de broderie que c'est réalisé. Alors vous commencez à parler des outils, le métier à broder. Si vous pouvez revenir précisément pour nos auditeurs sur ce qu'est le métier à broder et anticiper derrière, parce qu'en préparant l'émission, on a eu la chance de revoir quelques vidéos où on voit le travail des mains, on voit les outils qui sont utilisés pour chaque point de broderie et la difficulté, la dextérité que ça demande. Donc la différence entre un métier à broder et ensuite les outils que vous avez sous la main pour assurer ce travail. Alors, le métier à broder, il faut faire vraiment la différence entre un
souvent on voit un tambour dans les films. Oui, c'est pour ça, On oui. voit un Oui, c'est tambour, ça. donc c'est comme un cercle. Et on le tient soit d'une main ou soit parfois il y a un socle. Pour assurer une tension. Voilà, pour assurer une tension. Là, un métier à broder, faut l'imaginer comme un rectangle, comme un cadre où on vient tendre le tissu. Donc avoir Mhm. une bonne tension en fonction des matières utilisées. Oui. Et parfois, on travaille sur l'envers du tissu. Et souvent, en haute couture, on travaille sur l'envers du tissu et tout le dessin est sur l'envers du Ah, tissu. l'angoisse. Ah oui. C'est-à-dire que quand on Double va... niveau d'exigence. Oui. Voilà, c'est-à-dire que le dessin, le pochoir que on aura fait est sur l'envers, on l'imagine sur l'envers, donc Oui. ça va venir, la fourniture, la matière, la perle, va venir cacher le dessin. D'accord. Ah oui. Effectivement. Mais on travaille souvent avec un crochet sur l'envers du tissu, c'est-à-dire que le crochet, c'est le crochet de Lunéville, c'est comme un petit hameçon. D'accord. Et on va venir récupérer le fil et faire comme une boucle à chaque fois, ce qui va Oui. réaliser un nœud. Mais entre chaque nœud, on va venir glisser une perle par en dessous. C'est-à-dire D'accord. qu'on C'est amusant parce suit, que on voit c'est le presque dessin. simple à dire. C'est presque simple Ah, à dire. je suis Oui. rassurée. Et je sens que ça n'est pas simple à faire. Exactement, c'est pas simple. à C'est faire. ça, oui, c'est un peu comme un processus de machine de couture, Oui, plate, sauf qu'on y insère une un matière. sequin, une matière, Exactement. une perle et tout ça. Voilà. Alors, Et question technique, vous travaillez toujours sur le droit fil, parce que Oui, mais le parfois. Ça- biais c'est compliqué, non? Mais généralement, c'est du droit fil. Mm. Sauf une exigence particulière sur une robe. Enfin, quand il y avait, par exemple, John Galliano qui était chez Dior, on avait On des travaillait du exigences. biais, Oui, quoi. c'était très complexe. L'étoile qui arrivait à l'époque était d'une complexité incroyable. alors là, il faut comprendre pour nos auditeurs, nous avons deux personnes qui parlent chiffon parce que vraiment, c'est des sujets qui leur parlent. Oui. Donc, le droit fil et le biais, pour notre patron d'émission, ça lui est familier. Pour Alexandra, c'est Ça une lui est contrainte familier qu'elle aussi. connaît. Donc, Comment expliquer le droit fil en fait? C'est le sens du tissu qui ne C'est se la colonne déforme pas. vertébrale. C'est la colonne vertébrale du tissu et le biais, c'est ce que le nom l'indique. C'est le tissu qui est renversé à 45 degrés Voilà. et qui fait que il y a une tension, il y a un élastique, il y a un tissu, le tissu devient élastique. et on Exactement. peut simplifier ça en disant que vous êtes avant tout contraint par la matière. Oui. Et avec cette matière, vous respectez effectivement son élasticité, son sens pour pouvoir y placer. Mais ce que je Exactement. n'arrive pas à matérialiser, pardon, c'est vous parlez d'un rectangle, mais lorsqu'on voit un travail de broderie, la réalisation qui en est faite rend tout très fragile. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas mettre sous tension 2 mètres linéaires. Non, alors on vient rouler le tissu. Donc, c'est-à-dire qu'on vient d'abord coudre le tissu sur le métier de chaque côté. On a comme des sangles de chaque côté. Il faut imaginer comme des sangles. D'accord. On vient coudre et ensuite on vient rouler le tissu pour le tendre là où on doit travailler, sur les espaces que l'on doit travailler, sachant que le couturier nous prépare un bâti. C'est-à-dire un bâti, c'est un fil provisoire qui détermine le patronage du tissu. Mhm. Comme La on a silhouette. au préalable, voilà la silhouette, comme on a au préalable le dessin qui a été, le pochoir du dessin qui a été réalisé sur le tissu, on voit quelle zone on a à travailler et on s'arrange pour ne pas avoir le bras très loin de la fourniture, enfin même la main pas loin de la fourniture, c'est-à-dire qu'on est obligé de rouler certaines parties parce que c'est vrai qu'on a des robes qui font 2 mètres Oui. parfois. Et alors, on comprend que la broderie soit maintenant, d'une certaine manière, l'exclusivité de la haute couture, parce que le temps passé est colossal pour un centimètre carré, les heures de Mais travail. j'ai envie de dire plus uniquement. C'est en ça que ça me passionne Ah, mais alors, encore plus, magnifique. c'est que je suis en train de renouer avec la partie décoration d'intérieur. C'est-à-dire que tout mon parcours en tapisserie me sert énormément aujourd'hui Mhm. parce qu'on a affaire à plein d'architectes qui sont intéressés par notre façon de travailler. Et là, il y a un pont entre les deux. C'est-à-dire que
la mode se nourrit de la déco et Oui. ainsi de suite. Ça a souvent été le cas. Mais là, je le ressens encore plus. C'est-à-dire que le tissu imprimé perd du terrain par rapport au tissu brodé dans la décoration. Je ne sais pas si ça perd du terrain, mais Non, enfin, il y a une attirance. il y a un retour. Oui, il y a une attirance certaine, puisque c'est vrai qu'en décoration, il y a une attirance immense pour les artisans d'art. Et là, en broderie, j'ai l'impression ils sont en train pas de redécouvrir, mais de se dire, ah, mais on a aussi ces techniques-là qui sont possibles et on peut aussi appliquer de la broderie sur ces matières. Donc, on a testé plein de choses. On a testé de la broderie sur papier peint. Ça fonctionne très bien. Ah oui. Ah, c'est incroyable. On a bien fait de donner le site internet parce qu'on a du mal à se rendre compte. On va laisser chacun se nourrir de ce que par image et par vidéo. Et ces derniers temps, on travaille beaucoup avec des tapissiers. Donc, on parle le même langage. Et du coup, on résout certaines problématiques où parfois, en fait, ils ne venaient pas forcément nous voir parce qu'ils avaient des inquiétudes, certaines problématiques et en se disant il va y avoir des délais supplémentaires. Et il y a quand même beaucoup de demandes qui sont faites à l'étranger aussi pour la décoration parce qu'on ne résout pas forcément certaines contraintes en France parce que, en question de coût, et on a trouvé une alternative, c'est qu'on travaille avec une machine aussi qui s'appelle la machine Corneli. Ah, je suis ravi que vous en parliez parce que ça allait être ma prochaine question. On parlait d'outils et vous avez fait un constat d'absence redoutable de cette machine à l'école Boulle. Et la fondation, une fondation qui vous a accompagné à ce sujet, si vous pouvez nous en parler. Oui, alors je rêverais que cette machine, elle intègre l'école Boulle. Mais pourquoi n'y en a-t-il pas? Alors, je ne sais pas. Ils font un peu de broderie avec les machines industrielles, ce qui est très bien, parce qu'il faut trouver des solutions. Et je pense que ça peut même se compléter. C'est-à-dire que l'industriel, la Corneli et la broderie main peuvent se compléter pour répondre à une demande de fabrication plus locale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une machine Corneli? Oui, Alors, la machine fait venir Corneli, le suspense. Elle a été inventée en France en 1860. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une aiguille comme une machine à coudre, on a un crochet. D'accord. Donc, on vient réaliser le même point, le point de chaînette que l'on peut faire à la main pendant des heures. C'est addictif à la main, je sais. Mais à la Corneli aussi. Et on peut atteindre une rapidité, alors c'est plus en ligne droite, de 1000 points par minute. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. Et ces points-là, vous ajoutez les sequins, les perles. Alors sur une des machines que d'ailleurs la fondation Rémy Cointreau nous a financée, qui est la Corneli FD, où on peut ajouter des perles, des sequins, on peut broder de la chaîne métallique, de la ganse pour les tapissiers, c'est incroyable aussi, de technique. Nous a financé, c'est-à-dire vous parlez de qui? La fondation Rémy Cointreau. Oui, mais a financé la machine Corneli. Notre atelier. Exactement. Vous êtes très très gâtés. L'école Boulle n'en a pas, vous en avez une. On a été lauréat de la Fondation Rémy Cointreau, donc c'est pas mal. Bravo, oui. Et ça, c'est quoi? C'est au sortir du Covid ou il y a eu effectivement un tournant 2023 Alors, en 2020, je me suis vraiment intéressée à la Corneli. Je me suis dit, on n'allait pas y arriver sans. En fait, je me suis dit que... Et puis, c'était passionnant. Je l'ai vu, la première fois que j'en ai vu une vraie... Enfin, plusieurs en fonctionnement, c'était au lycée Octave Feuillet dans le 16e. Je ne sais pas si vous connaissez ce lycée. Pas encore. Alors, le lycée Octave Feuillet dans le 16e, c'est vraiment l'école qui enseigne au métier du luxe attaché à la mode, en fait. Il y a des plumassiers, vous retrouvez différents corps de métier. Broderie main, broderie machine, fabrication de fleurs artificielles. D'accord. Après, j'ai pas tout en tête, mais non, mais j'ai bien. Voilà. Non, et c'est incroyable. Et je crois que j'ai mémorisé la date des portes ouvertes, c'est le 14 février. Mais alors, ça vous a marqué parce que... C'est à Saint-Valentin. Voilà. Ça vous a marqué parce que vous avez vu cette machine sur place? Exactement. Je me suis dit, mais c'est la solution pour relocaliser un peu plus certaines fabrications et travailler sur des matières épaisses. Parce que
je me suis aperçue plusieurs fois que le travail sur cuir, c'est quand même très difficile à la Oui, broderie main. oui. Il y avait des tendinites régulières des Ah oui. brodeuses. Et la cornélie, c'était une alternative, mais incroyable pour ça. Parce que maintenant, on commence à pré-perforer certains emplacements. On ne met pas le fil sur la cornélie et on perfore. Comme ça, les brodeuses arrivent Mhm. facilement. Ça change tout déjà, Oui. oui, bien sûr. Bah, c'est ce que font les piqueurs chez les fabricants, chez les bottiers. Oui. Donc, Oui, exactement. C'est le même il y a les principe. piqueurs, ils préparent, ils piquent et puis après, Par la ils peau. passent le fil. Oui. Oui. Donc, Mais vous avez cité un modèle de machine. Oui, alors on a la cornélie, donc elle a été inventée en 1860 en France. Maintenant, elle est fabriquée en Belgique. Et ce savoir-faire, il s'est un peu perdu au moment de l'industrialisation. Mhm. Et dans les années 70-80, on mettait énormément en valeur la broderie main. Sachant que la cornélie, c'est de la broderie main aussi, parce qu'elle ne peut pas fonctionner Oui, oui. sans... Mais préparatoire. Oui, voilà. Et en mais- volume. On est obligé, on a une poignée sous la table et on a une pédale. Et c'est vraiment de la dextérité, c'est du réglage de machine, c'est assez particulier. Hein. Mais je ne veux pas appuyer là où ça fait mal, mais vous avez dit une machine inventée en France au 19e Oui, qui se fabrique aujourd'hui en Belgique. exactement. Donc un tout petit peu, on s'est appauvri un petit peu là. Oui, mais il faut revenir sur le terrain. Non, mais il y a cette machine, en fait, oui, c'est un intermédiaire, donc c'est fabriqué, c'est une machine, donc la main n'est plus directement l'outil par rapport à ça. Oui. Je suis un peu. Mais c'est mécanique. C'est mécanique. Oui, c'est ça, c'est mécanisé. Ok, voilà. C'est mécanisé. C'est-à-dire que ça nous permet, la dernière fois, on avait travaillé sur la tête du roi Soleil, sur un rideau d'une hauteur de 3,50 m pour la série Astrid et Raphaël. Et on avait travaillé donc la tête du roi Soleil en plein milieu du rideau de 3,50 m, un beau velours rouge. Mais ça, c'est impossible avec une broderie industrielle. C'est-à-dire que la broderie industrielle, on a des cadres, enfin, Oui, les ils cadres sont sont limités. Hmm. Là, si on veut faire toute une tenture murale, on est capable de le faire. Monumentale, on est capable de le faire. On est juste contraint avec La largeur de la la laisse. machine. Ouais. Non, Ouais. la laisse du tissu. Oui, tout à fait, d'accord. On a brodé récemment un dragon sur du cuir pour un blouson pour Trois Paradis. Pour Trois Paradis. Ah oui. Une jeune marque qui a gagné le prix LVMH. Mais ils nous ont demandé, suite à une découpe laser d'un dragon, de rebroder dessus. Et on est largement capable de faire ça avec la cornélie. C'est-à-dire que le dragon, il faisait une taille de plus d'1 mètre. D'accord. Et, Ah oui. et on peut réaliser des pièces complètement dingues avec cette machine. Alors, juste pour la vie des œuvres, qu'est devenu ce rideau depuis? Ah, je sais pas. Ah, Je sais oh. pas. Faut demander aux... Parce qu'un aux tel personnes travail mérite une deuxième vie, comme on dit. Oui, Je suis oui, preneur, c'est moi, vrai, dans mon c'est atelier. vrai. Je suis preneur d'un truc comme ça dans mon atelier. C'est vrai que c'est incroyable. Donc, Et pardon, alors c'était sur la précision, cette machine-là, vous avez dit que celle que vous avez eue par la Fondation, Oui. c'est un modèle en particulier. Exactement. Qu'est-ce que On permettent a... de faire les autres modèles? Alors, on en a une petite qui est une L, Cornélie L. Elle est plus douce, elle fait des points un peu plus... on peut s'arrêter plus facilement, je dirais. On a une LG3 qui est beaucoup plus nerveuse. C'est bien vendu. Donc, on a trois machines au sein de l'atelier. Bon, l'idée, ce serait d'en avoir un peu plus par la suite parce qu'effectivement, quand on fait un réglage, par exemple, récemment, on a travaillé pour de la décoration d'intérieur. Donc, pendant 15 jours, 3 semaines, la machine, on la changeait pas. Le réglage était fait pour cette commande-là. On n'a rien changé. Oui, on parle quand même d'une bête du 19e sur le Oui. principe industriel. Voilà. Donc, c'est pas une automatisation robotisée d'aujourd'hui. Exactement. Donc, une fois que vous êtes préparé à une production, le changement doit se mériter. Voilà. et c'est fil par fil, couleur par couleur. Exactement. Ça se passe. D'accord. Voilà. Donc ça On a un passe, fil en dessous, sous la machine d'attache. Oui. Et alors parfois on n'a que le fil d'attache, qui nous sert de point de chaînette. Oui. Mais on peut avoir un petit moulin aussi sur le dessus qui nous permet de faire
un fil, 2 fils, 3 brins, enfin voilà, d'avoir une multitude de fils. On est allé, je crois, cette semaine jusqu'à 9 fils qui étaient attachés. Ouais. 9 fils. 9 brins. 9 brins. Et pour être bassement matériel, l'acquisition de cette machine pour votre atelier, si vous aviez dû investir vous-même? Alors, les 2 premières machines, on les a financées nous-mêmes, en fait. D'accord. Suite à des ventes, on s'est dit: «Allez, hop, on investit». Oui, sur fonds propres. Fonds propres, voilà. Ouais. Et la 3e machine, du coup, j'avais présenté, on avait candidaté auprès de la Fondation Rémy Cointreau. Alors, peut-être un point de culture générale pour qu'on comprenne comment l'univers des spiritueux se retrouve à donner un coup de main. La Fondation Rémy Cointreau soutient beaucoup d'artisans d'art, et ils ont, je ne sais pas combien d'ateliers qu'ils ont soutenus, Mais oui, c'est magnifique. incroyable. Ouais. Actuellement, nous, on a un atelier qui est situé à la Cité des Taillandiers, et je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y en a plusieurs il y en a peut-être 5 qui ont été soutenus par la Fondation Rémy Cointreau sur 20, par exemple. Oui, donc vous, lauréat. Oui. Et ce prix, donc, ça a été une aide. C'est aussi ils parlent de nous, on parle d'eux, et ils nous mettent en avant. Les vidéos qui ont été faites par la Fondation. Exactement, c'est un bon soutien. Ce sont de très belles vidéos et qui, effectivement, on peut faire un point d'ailleurs sur l'importance de la visibilité et de la communication des artisans, parce que dans ceux que nous avons le plaisir de se revoir à chaque fois, c'est souvent soit le parent pauvre, soit l'élément déclencheur. C'est-à-dire, évidemment, si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est-à-dire que celui qui n'a pas encore eu le temps de réussir à s'y intéresser trouve que c'est difficile de rayonner. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir un coup de projecteur touchent du doigt la valeur ajoutée que ça représente, parce que là, typiquement, les vidéos voilà, de la Fondation qui permettent de vous mettre en scène. Et on voit le travail des mains, on voit la beauté de la machine, on voit la beauté des réalisations. Et c'est indispensable de pouvoir être vu sur Internet. Lorsqu'on passe, qu'on a une référence, on se pose la question de qui peut, et d'avoir un référencement naturel qui est de bonne qualité. C'est une aide, j'imagine, dans le cadre du développement d'un artisan. C'est très précieux. On a aussi les ateliers de Paris qui nous ont soutenus, puisqu'on a remporté aussi un prix, le prix du savoir-faire en transmission. Donc, je l'ai remporté avec Moussa Silla, qui était à l'époque mon apprenti. On a candidaté, on l'a remporté. Et en transmission, c'est vous qui transmettez. Oui, c'est ça. Ah, vous voilà maintenant avec une seniorité quand même. On a su la semaine dernière que 2 ans après, pour la 2e fois, on l'a remporté. Donc, je l'ai remporté avec Annabelle Giraud, et qui a fait plusieurs stages avec moi et qui est passionnée par la broderie. Et donc là, vous parlez de 2 choses importantes, c'est le savoir-faire et le savoir transmettre. Exactement. Évidemment. J'adore transmettre, mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir... j'ai 3 filles, et je pense que voilà. Je trouve que j'aimerais bien que d'autres personnes fassent la même chose avec mes filles. Donc voilà, ça, je pense que c'est... Et puis c'est tellement important de pouvoir que ça perdure, ces savoirs. Et ça, je pense que c'est un point qu'on entend assez souvent, et c'est la beauté de l'âme de nos artisans, c'est qu'ils n'imaginent pas la chose pour eux-mêmes. Oui. Il y a vraiment cette générosité. Il y a quelques métiers qui ne savent pas transmettre, dont les têtes tailleurs, effectivement, qui meurt, qui est presque mort. On doit être une vingtaine en France. Et il y a plus de tailleurs en Suède qu'en France, par exemple. Donc, parce que justement, les tailleurs n'ont pas su transmettre. Les écoles sont mortes, en fait, avec leurs fondateurs. Quand il y a une lignée familiale, ça tient un peu. Quand ça tient un peu, oui. Et il faut savoir partager, en fait, son savoir. Exactement. C'est ça. Mais je comprends que c'est pas simple de partager aussi, de transmettre, de prendre le temps. C'est le temps, de toute façon, qui est... Mais je repense à notre dernière émission où ça n'était pas une mise en valeur dans le cadre de sa formation, mais notre entrepreneur artisan a eu une rencontre qui a changé les choses. Oui, c'est ça. Et à chaque fois, c'est ça qui est merveilleux. Il faut être capable de tendre la main, il faut être capable de la recevoir. Et une fois qu'on a bénéficié de ces aides, il y a très régulièrement, l'idée est dans la générosité et dans la recherche de rayonnement et de partage. C'est vrai. Alors, pour mémoire, donc, on parlait de Charles-Emmanuel Guise qui faisait bois d'icônes, qui préparait des bois pour les icônes. Et effectivement,
cette transmission de savoir-faire, en fait, était aussi une vraie question pour lui, et un savoir-faire, et des rencontres aussi avec des artistes qui ont mis passer de la charpente à la création de bois pour les icônes. Et justement, c'est ce point aussi que vous développez, parce qu'on va l'aborder après. Vous ne vous arrêtez pas à votre atelier, vous avez eu des prix, vous avez été lauréat, mais vous avez aussi créé des marques, créé des nouveaux métiers. Et là, c'était le cas de notre ami qui avait commencé une formation. L'histoire l'a amené à reprendre une entreprise, et tous les artisans ne font pas ça. Donc c'est amusant d'avoir évidemment le parallèle des parcours avec ceux qui ont le courage de l'entrepreneuriat et les difficultés inhérentes. Alors, on va faire une courte pause, un bobino de notre chère radio. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Donc nous reprenons, vous êtes sur le Libre Journal des Artisans avec Benoît Duchâtelet et Benoît Aguelon, et nous accueillons Alexandra Latour, brodeuse, mais qui a aussi une autre activité qu'on va gentiment et patiemment, puisqu'il nous reste encore 45 minutes, aborder. Donc vous pouvez retrouver l'atelier de broderie d'Alexandra Latour sur atelier au singulier latour latour.com. Donc pour voir un petit peu tout son savoir-faire, et lorsque l'émission, puisque c'est une émission enregistrée, lorsque cette émission sera diffusée, vous pourrez retrouver ce lien sur le site internet rc.fr. Merci. Alors Alexandra, vous nous avez expliqué tout à l'heure l'origine de votre formation, les différents passages dans les grandes maisons françaises, les prix, le savoir-faire, la création de votre atelier. Donc une chronologie qui vous a installé dans votre expertise. Et puis vous avez décidé non pas de retourner votre veste, mais de créer encore autre chose avec l'univers de la veste en jean. Parce que vous avez été présenté aussi sur le point de l'économie circulaire. Donc comment est-ce qu'il y a un mélange entre la haute couture, l'économie circulaire et le jean? Alors, à un moment donné, bon, c'est vrai que comme tout le monde, on s'est posé beaucoup de questions en 2020. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais effectivement, il faut trouver des solutions. Et on est quand même un secteur, je crois que c'est le deuxième plus polluant, en fait, le La textile. mode, oui. Ouais, je crois. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est très polluant à sa fabrication? C'est le denim. Oui. Et je me suis dit, on peut broder ces matières. À ce moment-là, je partageais aussi l'atelier. De temps en temps, il y avait plusieurs personnes qui venaient au tout début de l'atelier, et dont une jeune fille qui avait, pendant le confinement, fait une veste avec un ancien jean qu'elle ne voulait pas jeter. Et je me suis dit, c'est incroyable ton idée. Et on a commencé comme ça à réaliser quelques vestes brodées et assembler la totalité des vestes, des morceaux de tissu brodés pour réaliser des vestes en jean. Mais on part d'anciens jeans qui sont trop abîmés, troués, et que l'on récupère auprès d'Emmaüs. Donc c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire, c'est-à-dire que l'inspiration est venue de cette personne qui ne voulait pas jeter et qui a réutilisé et transformé. Exactement. Et effectivement, on peut partir du principe qu'intellectuellement, le concept soit un peu à la mode, mais de manière, dans des concepts faits maison. Oui. Y a beaucoup de personnes qui ont du talent et qui le font pour elles-mêmes. Mais là, vous l'avez lancé de manière très officielle. Voilà, on suit vraiment le process de fabrication qui est dans le département du prêt-à-porter de luxe. On fait une gradation, on crée un modèle en fait, on crée une toile. On fait donc le patron, la toile, et ensuite, chaque morceau est découpé sur des anciens jeans qui sont sourcés au préalable, et on vient broder. Voilà, exactement. On vient chercher que des denims, des jeans qui sont 100% coton. Oui, ou du lin aussi. Parce que de toute manière, les matières type élastane, de toute manière, se dégradent. Voilà. On les source pas parce que je sais même pas comment c'est gérable. Oui, on ne peut pas travailler là-dessus. Non, ne parlons pas du plastique, parlons bien du coton et des matières neuves. C'est ça. Donc il y a tout un travail de sourcing. Et
Et ensuite, quand on a déterminé un modèle, donc là, on a une trentaine de modèles qui sont opérationnels actuellement. Donc, on a une veste classique, officier, on a un blouson, on a une veste capuche, on a développé une veste militaire, boléro, on a des ceintures, enfin tout type, des pochettes, voilà. Puisqu'après, il y a les chutes aussi. Oui. Donc, quand on a les chutes, ça permet de faire les empiècements. Exactement. C'est le petit quart d'heure Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, mais on a déjà réalisé 3 défilés et là, on prépare notre 4e qui sera le 29 janvier. Le 29 janvier. Je dois confesser qu'en préparant l'émission, je n'avais rien dit à notre patron, mais j'avais eu la chance de vous croiser lors d'un événement artistique d'un ami peintre qui s'appelle Arnaud Lançon et qui arborait une de vos vestes. Exactement. Et donc je lui dis, mais te voilà avec une veste en jean, mon ami, comment se fait-il ? Et il s'est tourné, j'ai compris qu'on avait là quelque chose d'un peu différent et de magnifique. Et donc il m'a présenté à vous ce soir-là et je n'avais pas eu le temps de comprendre derrière toute l'efficacité de votre formation et la beauté de l'histoire de la veste en jean. Et maintenant, je comprends mieux, j'en suis ravi. Merci. Donc là, après, atelierlatour.com, oui. Donc on a un deuxième site internet. Exactement, on a un deuxième site, donc c'est www.lavesteengine.com. D'accord, tout attaché. Tout attaché, comme une veste en jean. Comme une veste en jean, voilà. tout simplement. On pourrait dire serial entrepreneur, mais on va prendre encore un carton rouge. Oui, on va encore mettre des pièces de cochon et on va avoir des remarques tout à fait fondées d'ailleurs d'auditeurs. Mais tout ça pour saluer le fait que vous ne vous arrêtez jamais et que quand vous avez une opportunité ou le sens d'un marché, eh bien, vous y allez à bras-le-corps. Vous avez confirmé que vous étiez passionné par le jean depuis. Oui, tout à fait. Les effets de matière et tout ça, c'est passionnant sur le denim. Il y a tellement de multitudes incroyables de couleurs de bleu, ou même de gris et de noir, parce que voilà, oui. il y a tellement de teintures aussi. Non, mais les déclinaisons de bleu, nous, on aime bien ici. Vous avez pu le constater. Vous avez la gentillesse d'être dans les couleurs de l'émission, donc de la radio. C'est magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'on a été accompagné depuis le début par plusieurs artistes. On a donc Arnaud Lançon qui nous a accompagnés, mais on a aussi vendu à Los Angeles des vestes pour un concept store. On a exposé à Berlin aussi une veste qui reprenait tous les tatouages d'une mannequin. Donc, elle était assez incroyable, cette veste. On a été aussi accompagné par le groupe Blancas. Ils ont porté aussi nos vestes et dont Johan aussi, Johan qui a porté une veste lors de son émission Affaires conclues. Par exemple, il a porté plusieurs fois les vestes de la veste en jean. Qui est-ce qu'on a On a des acteurs qui nous ont accompagnés. On a Robin, un jeune chanteur aussi, qui a écrit un texte avec M. Pokora. Donc, ils ont un duo ensemble et il a écrit beaucoup de textes pour lui. Donc, la veste en jean a été portée par lui lors d'un concert, mais ce sera aussi sa pochette d'album, par exemple. Donc, on commence à avoir des personnes qui s'intéressent Je trouve qu'Alexandra a aussi un bon sens de la communication. Un très bon sens de la communication et de placement de produits, en quelque sorte. Mais c'est la bonne solution, parce que... Il faut... voilà. Mais actuellement... alors, je continue. Allons-y. Actuellement, c'est vrai que pour la création de notre défilé, on est sur la recherche de sponsors. Donc, c'est vrai que ça nous prend à peu près 4 heures pour découper les jeans, pour le préparer, ne serait-ce que chaque morceau qui va constituer la veste. 4 heures alors que vous avez déjà patronage. Oui. Donc, le patronage est déjà fait. Oui, le patronage est déjà fait. Vous démontez le jean pour en avoir... Les démontages de jean plus la coupe, 4 heures. Oui, mais c'est pas comme toi avec un drap qu'on déroule. C'est vrai que la complexité du recyclage est très importante. Donc forcément, les vestes sont on a un gilet... double piqûre, les piqûres anglaises. Exactement, parfois on fait du matelassage aussi. Enfin, voilà, il faut anticiper. Il y a une phase de lavage après le découpage. Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est avant. Le lavage est avant le découpage. Avant le découpage. Ouais. D'accord. On n'a pas parlé des étapes, effectivement. Et pour faire une veste, pour moi, il me faut 2 mètres de tissu. Pour un pantalon, il faut à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Donc, vous utilisez pour faire une veste plusieurs jeans. Voilà. Nous, parfois, selon les modèles, parfois on est sur 4-5 jeans, mais on peut aller jusqu'à 8 à 9 jeans.
Ah oui, parce qu'il peut y avoir des trous et vous Exactement, on vous est voulez pas mettre obligé, des trous sur les vestes. Sauf si le client Exactement. le demande. Sauf si le client le Exactement. demande, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est parfois on a des effets d'usure, mais on choisit forcément une usure qui est légère, mais on a des teintures, des plissés qui se retrouvent à certains endroits sur les vestes. Ça peut accélérer On coupe, voilà, mais vraiment chaque veste, il y a une harmonie à chaque fois qui est trouvée. D'accord. Voilà. Oui, parce On que est- par exemple, et- l'arrière du genou, par exemple, il y a forcément un pli. Voilà, mais c'est intéressant. On a fait une veste branchage qui a énormément marché. Et, Vous et avez ça utilisé les suivait, plis. voilà, les plis, ça donnait un effet de profondeur qui était magnifique, un Donc- dégradé de bleu qui était juste sublime. La broderie vient vraiment sublimer la matière. Et à chaque fois, l'intérieur des vestes, il y a une finition de biais rouge. Vous mettez ça où, cette finition de biais rouge? À l'intérieur. On surfile pas, on fait une finition de biais. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Alors, on en vient aussi à la capacité, comme ça peut être le cas sur certains complets, de retrouver une signature, Tout qui à fait. soit la marque de la maison. Oui. Et là, c'est l'intérieur. Oui. Parce que j'allais y venir sur l'originalité aussi du positionnement. Vous faites des collections, vous avez la capacité de faire des commandes sur mesure. Mais après, on pourrait dire, mais comment on reconnaît, puisque vous avez parlé de 5 à 7 formes différentes, la personnalisation à la demande de la personne, mais il y a aussi vos propres collections. Oui. Et on vous reconnaît assez vite parce que finalement, ce savoir-faire-là n'a pas été, en France, n'a pas été... Trop copié encore? Oui, c'est Non, ça, on pas peut parler de encore, copie. je pense pas. Non, parce que parfois j'ai des amis qui vont dans les grands magasins qui me disent: «Ah, j'ai repéré plusieurs vestes en jean de certaines collections, certains créateurs». Il me dit: «Non, t'as vraiment ta place». Enfin, Mais voilà, on en a vient aussi à la vraiment notion de notre place. propriété industrielle, Oui. intellectuelle. Elles sont déposées à l'INPI, oui. Mais justement, comment est-ce que, là c'est un point qui intéresse aussi les auditeurs concernés par le travail de l'artisanat et de la protection du travail. Oui. Quelle part vous consacrez à la veille pour savoir s'il faut ou non avoir une procédure envers telle ou telle copie éventuelle? Comment est-ce que vous surveillez ça? Ou est-ce que vous n'avez pas besoin de le faire pour l'instant? Si, on le fait un peu, on regarde, on surveille, on a vu quelques créateurs. Je sais pas, c'est compliqué de savoir s'il y a une inspiration. On a vu un matelassage dans une collection, créateur connu, mais on ne sait pas. Il y avait une ressemblance certaine sur un des modèles, mais après... D'accord, C'est compliqué. vous certifiez vos carnets de croquis, vos modèles. Qu'est-ce qu'était l'INPI du coup? L'INPI, on dépose vraiment, chaque modèle Oui. est déposé. Ah voilà. Mais je pense que c'est compliqué de copier à la fois, enfin, ils peuvent le faire, mais le modèle plus la broderie, je ne l'ai jamais vu pour le moment, les deux. Voilà. Mais c'est vrai que l'identité de notre marque est assez marquante quand on ouvre la veste. Donc il y a tout le biais rouge qui ressort magnifiquement D'accord. avec le bleu Mm. et le logo qui est assez joli comme un tampon japonais un peu. Oui, La qui est veste en magnifique, jean. effectivement, j'ai pu voir ça de mes yeux. Et justement, sur cette idée de protection, si vous voyez sur le marché une veste dont l'intérieur était fait avec biais rouge, là, on commence à être vraiment... Oui, exactement. Là, Et, oui. On est et dans là, la vous êtes copie, capable de hein. dégainer... Oui, puisqu'on a toutes les dates, on a tous les dossiers de création et d'identité qui a été déposé à l'INPI. Après, comme nous disent certains, c'est toujours une belle étape quand on commence à être copié. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, Mais il faut effectivement... la partie protection est importante parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et souvent, les artisans sont confrontés à cette question parce qu'ils mettent toute leur énergie et 15 ans, 20 ans Mais de oui. savoir-faire. Et il ne faut pas perdre la main. Et surtout, on n'est pas seul, c'est-à-dire qu'on est toute une équipe. Et si il y a une copie, voilà, c'est toute l'équipe qui risque de perdre tout Oui. un process. En fait. Oui, un patrimoine. Un patrimoine. Un patrimoine. Alors la dernière fois, notre invité nous parlait de la valeur ajoutée de la Chambre des métiers. Est-ce que vous avez pu apprécier également des aides d'organismes et de fédérations professionnelles? C'était surtout au tout début, je crois, c'est l'ACRE, au tout début, quand on crée Oui, une on crée- société. Créer d'entreprise, Voilà. création, reprise Mais d'entreprise. après, non, pas Non. trop. C'est surtout la ville de Paris avec les ateliers de Paris qui nous aident avec le prix savoir-faire en transmission. Parce que c'est-à-dire que
par exemple, Moussa, il est resté une année. Toute son année était financée par la ville de Paris. Ah oui. Il avait l'équivalent d'un salaire par la ville de Paris. Mais Donc, il y a hébergé chez plusieurs- vous. Voilà. D'accord. D'accord. Ça a l'air chargé. C'est un Le- beau soutien. Oui, d'accord. Ouais. On vous a coupé tout à l'heure quand vous disiez que vous aviez besoin d'argent. Vous l'aviez dit plus élégamment que ça, c'est-à-dire Je l'ai dit pour les sponsors pour la veste en jean. Oui, c'est ça. Oui, pour le voilà, projet, Pour c'est c'est la ça. ça. création, en fait, c'est pas uniquement la création, c'est la préparation du défilé. Et en soi, l'atelier, là, pour le moment, la veste en jean est hébergée au sein de l'atelier de broderie. Vous avez peut-être besoin de pousser les murs, parce qu'il y a du stockage, il y a de la préparation. Voilà, il y a des... Oui, effectivement, il y a des possibilités même de soutien, effectivement, sur des locaux Oui. ou autres. Oh, mais parce que autant tout le jeter process- quelques lignes. Ah, oui, Oui, allons-y. Et je suis ouverte à la Non, discussion. non, mais et vraiment, tout parce que ça peut là-dessus. donner des idées à certains en disant je développe un hangar d'artisans où on met J'ai- à disposition. Oui, avec l'association Aurore, j'avais déjà testé le fait de faire travailler certaines personnes. Il y avait certaines femmes qui s'étaient occupées de nettoyer les jeans et couper les coutures des jeans. Oui. Ça nous préparait énormément le travail. Bah oui. Et c'est possible de faire ça. D'externaliser, vous voulez dire Voilà. En Donc on dehors l'a fait physiquement un de petit l'atelier. peu, mais c'est possible de le faire. En fait, j'ai testé les différents axes. Donc pour sourcer les jeans, il n'y a aucun problème. Les laver, les nettoyer, ça peut être aussi... je crois que c'est la Fondation des femmes qui est dans le 11e. Donc ça peut être géré aussi ou des associations comme Aurore aussi. Mhm. Donc une action très, très Paris pour l'instant. Très, Pour le moment, oui. Mais d'accord. c'est quelque chose qui peut être vraiment... qui peut grandir. Oui, En fait, peut grandir, le process est établi. Pour le moment, on travaille vraiment sur chaque modèle, voir si la gradation a bien été faite, si tout fonctionne bien. Et après le défilé de janvier, normalement, tout sera en forme sur le site. On pourra accéder, acheter les casquettes et les pochettes, pas uniquement les vestes. du défilé. Voilà. Pour le moment, on fait fabriquer des casquettes, des capelines, différents modèles dans le sud de la France, près de Bordeaux. Donc, Alors, on leur renvoie les jeans, Oui. brodés ou pas, et après, ils nous Ils fabriquent. assemblent, Voilà. ils font l'assemblage. Exactement. Mais on source d'abord les matières. Parfois, ce sont eux qui coupent, et parfois, nous coupons aussi en fonction du patronage. Oui. Voilà, tout dépend si on brode ou pas. Enfin, Alors, dans cette logique un peu cocorico, la répartition du territoire, c'est-à-dire conception et réalisation, dans quelle proportion à Paris? Qu'est-ce qui est sourcé avec Emmaüs C'est de partout en France? Alors, non, c'est à Trappes, dans le 78. D'accord. Et puis un peu à la ressourcerie du Perret en Yvelines. D'accord. Il y a donc vous avez des fournisseurs. Oui. Ce qu'on appelle le sourcing. Exactement. Donc des fournisseurs qui reçoivent gratuitement des jeans, voilà, Oui. que vous acquérez. Oui. Et ensuite le travail de designer de mode ou de de créateur. Je vais mettre de l'argent d'avance. Je vais finir par mettre des billets dans On va le mettre de cochon. l'argent d'avance. Votre travail de créateur ensuite peut aller jusqu'à la finition du jean, Oui, de la à veste fait. en jean, et avec possibilité effectivement de faire appel à des façonniers pour des pièces Oui, alors, quand vous avez trop de travail. exactement, parce que comme c'est au sein de l'atelier de broderie, on travaille aussi pour des films, on a travaillé pour Notre-Dame aussi pour les broderies de Pâques 2025 pour la cérémonie de clôture de toutes les cérémonies d'ouverture finalement. Oui. Et donc ça générait énormément de travail au sein de l'atelier, et parfois quand on a des commandes pour la veste en jean, on vient faire appel à des façonniers qui travaillent aussi pour les maisons comme Balmain, Saint-Laurent. Hmm. Et Voilà. comment, alors vous avez commencé à parler de la répartition du temps quand il y a des commandes exceptionnelles. Oui. Et là, pour la partie Notre-Dame, puisque nous en parlions il y a peu de temps, donc vous aussi, vous avez été concerné. Comment est venu le contact? Par l'école Albert Demain. Je ne sais pas si vous D'accord, connaissez. oui, tout à fait. Voilà. Mais qui du coup
savaient qu'il y avait une demande, une recherche qui était faite. Voilà, on a répondu à un appel d'offres, tout simplement. Et on était 2 ateliers à présenter des échantillons et on a remporté l'appel d'offres. Encore une victoire. Oui. Encore une victoire. Décidément, bravo, Belle parce que victoire, vous portez... oui. L'aventure se fait vraiment pas à pas avec... Exactement, oui. Donc, parlons des développements et après je voudrais une petite question sur comment on fait une collection et tout ça. Donc le développement, donc vous recherchez des sponsors, vous recherchez des fonds, des actionnaires, des partenaires, des mécènes plutôt que sponsors d'ailleurs. Oui, des mécènes, Des oui, mécènes. tout à fait, parce que on est tout le fonctionnement. Il faut imaginer que préparer, par exemple, un défilé, pour certains, c'est 100 000 €, la préparation d'un défilé. Ouais. Donc nous, on a préparé nos 3 premiers défilés. Le 3e a été au sein des maçons parisiens, le siège des maçons parisiens à Massy. Grâce au geste d'or, on a pu réaliser ce défilé. Et parfois, voilà, on a des personnes qui nous soutiennent. Là, le prochain défilé sera à Vanves, au sein de Procédés Chenel. Au sein de... Procédés Chenel. C'est une société qui réalise beaucoup de choses en scénographie et en papier. D'accord. Et donc, ils ont une très belle verrière. Et souvent, ils Mhm. accueillent des créateurs. Là, vendredi dernier, il y avait un vernissage avec des artistes. Et on va réaliser le défilé là-bas. D'accord. Alors, le défilé, comment ça se passe dans un défilé, plus généralement un défilé de haute couture et tout ça. Pourquoi on fait des défilés? Alors, on fait Question de base. Pourquoi on fait des défilés? Déjà pour présenter notre Savoir-faire. savoir-faire. Et ensuite, faire venir aussi bien des journalistes, Oui. différents intervenants et aussi promouvoir ce que l'on a réalisé et aussi d'avoir cette temporalité. C'est-à-dire que là, on va travailler sur de l'été, mais prochainement, la prochaine collection, on aimerait bien mettre un peu de la fausse fourrure, hein, pas de la vraie, mais à l'intérieur des vestes. Non, que mais ça va nos pas nous vestes, choquer que voilà. vous mettiez Non, la mais vraie parce qu'il n'y avait fourrure. pas envie qu'on lui jette des seaux de sang. mais Rouge. que nos vestes puissent être portées, même si c'est du jean, tout au long de l'année. Oui, c'est ça. Donc Oui. voilà, et puis c'est vraiment pour se faire connaître et parler aussi de la marque. Faut D'accord. être, Oui. voilà. Donc, Oui, en bien fait, il y a une attente de retour sur investissement. Alors, j'ai envie de dire combien sur le coût d'un défilé par rapport aux retombées? Est-ce que vous avez quantifié tout ça Là, ça va être la mise en place aussi d'une communication Oui, déjà avant, Hmm. pendant et après. d'accord. Donc, des Donc relations presse. exactement. D'accord. C'est chronophage. Assez Oui, chronophage. exactement. Quelqu'un m'a dit, mais tu sais que peut-être qu'après le 29 janvier, ça va te prendre 12 heures par jour. Et je me suis dit, waouh, avec l'atelier de broderie, ça va faire beaucoup. Donc Bon, là, a on m'a priori, délégué. Vous avez prouvé, mais le problème, c'est que vous avez prouvé que vous étiez capable de faire plusieurs choses en même temps. Mais, et Exactement. comment on se répartit aujourd'hui avant la collection? Mais, pardon, alors. Pour le moment, avec la collection, c'est-à-dire qu'on établit plusieurs looks. Oui. On fait des dessins et voilà, plusieurs styles, on voit. Pardon. Donc plusieurs figurines. Et en fonction de ça, voilà, on avance petit à petit. Telle veste sera réalisée. Là, au fur et à mesure, on coche des cases en se disant ça, c'est bon, ça va être prêt. Mais c'est vrai que c'est un travail de fourmi. Donc c'est une première. Quatrième. Quatrième C'est une collection. quatrième collection. Mais donc à chaque fois, la question de l'accompagnement et du financement a été la même ou Non, là, j'ai l'impression qu'on atteint d'autres enjeux. D'accord. Donc là, non, mais c'est important parce que ça veut dire des choses plus importantes. Oui. C'est-à-dire Voilà. que Vous changez d'échelle. encore une moi, marche. j'ai l'impression qu'on change d'échelle. On a eu la chance de rencontrer le directeur de la Fédération de la haute couture, la directrice de l'école de l'IFM, et ils se sont intéressés pour venir au défilé. L'Institut français de la mode. Oui. Et on a aussi des personnes qui sont organisatrices des Miss France qui sont intéressées de venir, des Miss France qui sont intéressées de venir. Donc il y a tout un process. Comment ça met une pression certaine? Un petit peu.
Ah oui, il y a le bouche à oreille, le travail de fond sur les précédentes collections, en fait, s'agrège, s'agglutine Exactement. et aboutissent à des contacts, finalement, en fait, vous faites de la mode et vous êtes à la mode là, tout de suite. Et en plus, on va avoir une chorégraphie juste avant. On va avoir des danseurs qui vont venir, avec lesquels on travaille depuis 2021. C'est-à-dire que parfois, quand ils ont des clips, ils ont des représentations, ils sont déjà allés à la Cigale, on leur a confectionné des vestes. Mhm. Ils vont faire un show juste avant le défilé. D'accord. C'est le groupe BLC. Donc, ils sont très présents, aussi bien dans les spectacles. J'ai vu la dernière fois qu'il y avait un des danseurs qui a fait partie des shootings, qui est sur le séances photos, spectacle oui. du Roi Soleil, par exemple. Enfin, D'accord. voilà, ils sont même avec les chanteurs comme Gims, ils sont vraiment très présents. Donc, on les voit un peu partout, mais ils nous soutiennent aussi. C'est-à-dire que on a ce groupe de danseurs du groupe BLC qui nous accompagne aussi sur différents Depuis 5 ans, événements. donc une fidélité au long cours Exactement. permet aussi d'avoir une cohérence artistique et d'image. Donc, Oui, exactement. on a parlé beaucoup de la fondation Rémi Cointreau qui vous a accompagné et financé, en tout cas pour l'outil industriel. Oui. Est-ce que vous avez eu d'autres je pensais à la fondation Bettencourt-Scheller qui accompagne le travail de la main. Pour la Fondation Bettencourt-Scheller, on est arrivé 4e au prix Bettencourt. C'est un bon début. 4e, oui, c'est une petite place. Oui, mais je veux dire, ça se représente chaque année ou Non, je l'avais tenté en 2019 et Eh là, ben on l'a alors. tenté en 2025, on est arrivé 4e. D'accord. On a travaillé en fait avec Mossy, un créateur, qui a donc sa marque depuis un certain nombre d'années. Je ne sais plus si ça fait pas 10 ans, je crois qu'il a sa marque. Et on a travaillé, on a participé à la section dialogue et on a brodé du fil de terre. C'est-à-dire le fil de terre est composé de 60 ou 80% de terre et le reste, c'est du polyester recyclé. Et on a réussi à broder cette matière et à réaliser toute une pièce avec. Ah oui, j'ai un petit train de retard sur les possibilités, alors oui. Ah, Mais oui, ce secteur, il est incroyable. C'est vrai que même le rendu, là, ils sont en train de faire leur première production de fils. Donc, c'est élaboré avec un laboratoire. Enfin, voilà, ils sont... oui, c'est une chaîne industrielle qui est, voilà, déjà, qui est en train de se relativement mettre en lourde. place. Oui. Mais ils ont testé, le tissage fonctionne. Enfin, ils ont fait de la popeline, ils ont fait des lainages. Enfin, voilà, ils ont fait des lainages, Oui. de la toile. De la toile, On a oui. l'impression que c'est une toile de crin, une toile toile un d'entoilage. peu brute. Oui, c'est ça, une toile d'entoilage. oui, voilà. Ouais. Ils ont vraiment fait de la maille aussi avec, de Ah ce oui. fil de terre. Ils ont testé plein de choses et ils sont venus nous voir pour tester la broderie. Donc ça fonctionne très bien. D'accord. On a testé aussi de la broderie avec du fil de papier. Ça fonctionne très bien. Des cheveux, alors que mon professeur qui ne voulait absolument pas que je tresse les cheveux pour les mettre dans la machine, elle m'a dit ça, c'est pas bon, et ça fonctionne. Des cheveux, des cheveux savez, sur une longueur long. du fil long. Voilà, exactement. C'est les cheveux de réponse, non? Mais, vous savez, il y a eu une exposition sur le cheveu au musée des arts décoratifs, je ne sais plus, il y a 3 ans, je crois à peu près. D'accord. Et c'est une des artistes qui a exposé là-bas qui est venue tester le cheveu. Ah, génial. Et on a réussi. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mais c'est intriguant. En fait, ces machines, ces Corneli, on peut tester plein de choses. Bon, en broderie main aussi. Mais Oui. ça a ce côté où on peut obtenir une certaine rapidité. Donc, on peut à la fois être intéressant, curieux et trouver des alternatives. Et en même temps, être compétitif. Hmm. Mais comment vous répartissez votre temps? Parce que là, vous avez quelle est Grosse votre équipe question. pour pouvoir... Mais oui, mais parce que vous avez 2 univers, vous préparez à une nouvelle collection. Comment est-ce que vous arrivez à effectivement savoir ce vers quoi vous voulez aller, sachant qu'il faut maintenir le cœur de métier? Généralement, principalement, je laisse du temps pour la broderie. Et ensuite, dès que j'ai du temps, c'est la veste en jean. Dès que je peux basculer, je bascule sur la veste en jean. C'est pour ça qu'on a besoin de fonds, parce que on est tellement en retard en France sur le recyclage. Mais vraiment, on a 20 ans de retard. Oui. Et il faut actionner une démarche plus grande, parce que la plupart des
des tissus ou des vêtements qui ne sont pas utilisés. Donc, effectivement, il y a beaucoup de friperies maintenant. Oui. Ils sont beaucoup recyclés. Mais ce que l'on ne peut pas recycler, où il y a justement du polyester, où c'est compliqué de recycler quand ils sont abîmés, ils sont envoyés souvent en Afrique. Oui, c'est ça, oui. Et c'est un pourcentage qui reste énorme. Donc il faut pouvoir recycler ces matières-là. Donc on est vraiment très en retard. Mais on parlait tout à l'heure effectivement de l'impossibilité, ou tout au moins de la difficulté d'avoir du denim avec de l'élastane et tout ça. Donc on reste quand même sur le coton, donc on reste quand même sur des produits usés, mais d'une certaine qualité. Exactement. Oui. Donc ça limite un petit peu plus ce marché. Exactement. Oui, mais le marché de fournisseurs. On en a quand même à foison. On a vraiment énormément. Il y a de quoi faire. Vraiment, on va dans n'importe quelle ressourcerie, dans n'importe quel Emmaüs, on trouve plein de jeans qui sont invendables. Il y a un trou, le bas du jean est trop abîmé, l'entrejambe est abîmée, ça se revend pas. Non. Et c'est là où on intervient. Mais vous participez à l'économie, c'est-à-dire que vous achetez ces stocks? On achète 1 € pièce, mais c'est un partenariat qui se crée et qui doit perdurer. Oui, j'achète ce stock. Mais non, donc vous participez à une chaîne positive d'économie circulaire. Exactement. Donc si on additionne quand même tout ce qui a été fait depuis le début de votre formation, c'est très encourageant, je trouve, pour ceux qui nous entendent, c'est que pour les auditeurs, c'est de se rendre compte tout est possible. Vous ne pouviez pas écrire cette histoire-là d'avance, et vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous poussez une porte, y a un projet qui peut démarrer, une possibilité de partenariat, une nouvelle piste. Et c'est alors, faut pas peut-être être comme Icare qui va s'approcher du soleil et sa colle va fondre. Mais effectivement, c'est très optimiste. Oui, tout à fait. Vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal des artisans, et nous accueillons Alexandra Latour. Donc il y a un atelier de broderie www.atelierlatour.com et lavestengine.com. Exactement. Et vous avez parlé de vos envies, c'est-à-dire la prochaine collection, pouvoir la financer sereinement, alors on disait aussi que comme vous aviez 2 activités en un même lieu, peut-être avoir des opportunités de nouveaux lieux pour pouvoir stocker, pour pouvoir travailler agrandir éventuellement l'équipe. De quoi vous auriez besoin pour demain? C'est votre moment, vous êtes chez vous, nous sommes avant Noël, vous avez envie de quoi? C'est vrai qu'un espace de travail, c'est ça qui est difficile, c'est à chaque fois toutes les charges en fait, qui sont inhérentes. Voilà, c'est incroyable, le moindre mètre carré. Parce qu'on rappelle, c'est la contrepartie, vous êtes à Paris. Oui. Ça explique aussi votre remarque. C'est ça, tout à fait. Et après, on est sur toute une démarche de collection où, effectivement, il y a plein de créateurs où ils trouvent soit des sponsors, des mécènes pour préparer leur collection, pour préparer leur... Et quels sont les profils de ces mécènes pour que chacun puisse avoir... Ça peut être des sociétés, quand ils ont besoin de financer des choses pour effectivement payer moins d'impôts ou autre, ça peut être ça. Donc aussi. Ça rentre dans un cadre fiscal, ça peut être un groupe mutualiste qui se dit je participe à l'économémie circulaire, c'est bon pour ma communication, je soutiens des créateurs. Exactement, ça peut être de cet ordre-là, ça peut être une société qui on mettra le logo et on mettra en avant le partenariat. Mais... Est-ce que ça peut être des investisseurs? Investisseurs pour le moment, non. Pas encore. On préfère mécène. On préfère mécène. Faites-le dans un cadre fiscal. Ça peut, pour le moment, on n'est pas encore sur cet aspect-là. Mais parce que vous rentrez, vous avez déjà mis le doigt dans le cycle des collections. Exactement. Peut-être qu'à un moment donné, je serai confrontée à ça. Oui, pour la veste en jean, pas pour l'atelier broderie, mais pour la veste en jean, oui. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on va aborder plusieurs problématiques. Et donc, c'est plusieurs financements qu'il va falloir. C'est ça, le capital risque. Exactement.
parce que vous avez mis effectivement le doigt dans la collection, donc forcément, vous avez un devoir, une nécessité de périodicité et de peut-être pas céder trop à la mode trop rapide ou faire des collections tous les trimestres ou tous les mois, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que en 5 ans, donc c'est que le 4e défilé, donc on n'exagère pas sur les en plus de tout le reste. En plus de tout le reste. Faut savoir se faire désirer. Mais voilà, c'est ça. Mais la saisonnalité, effectivement, est moins nette dans votre collection. Exactement. C'est une histoire de modèle, mais vous avez finalement gardé... parce que la collection, elle n'est pas tellement dans la forme que dans les motifs. Parce que la forme, vous avez fini par définir un certain nombre de pièces dont vous avez parlé. Là, on s'est inspiré du Bauhaus. Donc, du Bauhaus. D'accord. Qu'est-ce que la c'est période. C'est la période du Bauhaus. Bauhaus. Je le prononce mal. Non, mais si. Donc ça, c'est la période des années 20. Exactement. Donc, cette collection est là-dessus. La première, c'était l'eau, l'importance de l'eau. Après, ça a été le denim, le geste d'or, parce que le geste d'or nous avait invités au siège des maçons parisiens. Et là, cette année, c'est le Bauhaus. D'accord. Et donc, ça se concrétise comment Bauhaus, c'est minimalisme Oui, il va y avoir, ça va être très graphique, paillettes métalliques, parce qu'il y a le métal qui était très important dans cette période, des codes couleurs, oui, voilà. D'accord. Et moi, j'ai en tête des modèles qu'on peut laver à la machine, parce que... Oui, est-ce qu'on peut laver à la machine? C'est plutôt nettoyage à sec. C'est nettoyage à sec, oui. C'est vrai que quand on achète une pièce qui est de l'ordre de 1000, 1500 euros, on la passe pas à la machine généralement, on la confie au teinturier. Tout à fait, oui, c'est comme les costumes sur mesure. Je préfère conseiller ça. Oui. Parce que je ne sais jamais quel chiffre va être mis sur la machine. C'est ça. À 90 degrés. Exactement. Mais c'est vrai que quand vous parlez à un moment donné, cette marque, il va falloir que je la ferme pas, en fait, que je la cloisonne pas et qu'effectivement qu'elle puisse avoir l'expansion qu'elle mérite. Et vous parliez de financement ou d'investisseurs. Peut-être qu'à un moment donné, je serais confrontée à ça pour éviter qu'elle soit trop cloisonnée. C'est ça. Et puis, il y a une rentabilité à trouver. Il va y avoir des contraintes à ce niveau-là. Il y a le risque aussi de dégradation de la qualité. Ah oui, faut pas. Donc, qui est hors de question. Hors de question. Je parlais tout à l'heure de référencement naturel dans la communication. Là, vous avez appelé votre deuxième activité la veste en jean. Oui. Ça dit un certain nombre de choses, mais alors ça ne dit pas du tout la valeur ajoutée que vous y apportez. Donc, comment est-ce que vous avez choisi de trouver et le nom et l'univers? Le nom, je pensais beaucoup à... fallait que ce soit explicite. Et j'ai pensé à la petite robe noire de Guerlain. Je trouvais ça sympa. Je me suis dit la veste en jean. Voilà. Et après, l'identité visuelle, tout ça. Parce qu'on ne sait pas, avec la veste en jean, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Oui. La valeur ajoutée que vous apportez. Là, on est en train aussi, donc on a ce magnifique logo et on est en train de créer un tout petit logo qui représente toujours cette marque pour pouvoir l'intégrer dans des modèles un peu plus luxe, je veux dire un peu plus précieux, parce qu'on a commencé à travailler des plastrons brodés, des petites touches de broderie, un bustier. Enfin, il y a différentes choses et on va pas mettre ce logo qui est quand même un petit peu imposant, même s'il est magnifique. Voilà, on commence à réaliser des petites sacoches, donc c'est plus précieux et on peut pas se permettre de aussi mettre le logo en avant et puis de trop. Enfin, il est imposant quand même. Même si ça a été le travers de la mode. Oui, c'est ça. Avec un t-shirt blanc avec un énorme logo dessus, c'est terminé. C'est ça. Ou des animaux comme des crocodiles ou des chevaux ou des cavaliers. Voilà, les subtilités, de rajouter des petites... Oui, parce que là, ça contrevient. Voilà. Et là, je travaille depuis peu. J'ai une de mes filles qui, elle aussi, a fait l'école boule. Donc mon père, moi-même, et ma fille qui est en gravure ornementale. Et là, elle nous prépare justement ce petit logo. Donc, elle a déjà gravé, découpé. Et là, la prochaine étape, ce sera en volume. Mais heureusement, vous avez eu des prix pour la transmission si vous le faites au sein même de la famille. Et on a testé aussi de la gravure sur cuir qui fonctionne très bien. De la gravure sur cuir, mais alors... Oui, alors là, du coup, on est un peu en marge de la découpe laser. C'est vraiment plus subtil.
Et il va y avoir des pièces qui seront avec du cuir gravé, brodé. Donc gravé et brodé, donc. Voilà, donc légèrement. Oui. Mais c'est pour ça qu'il fallait une thématique assez graphique. Le Bauhaus, c'est bien dans cette thématique-là. Donc on va retrouver des pièces avec de la gravure sur cuir. Il nous tarde, mais je vous enverrai des invitations. mais ça demande une nouvelle machine, donc. Non, c'est un process qu'elle a testé, elle a appris donc la gravure sur métal, mais là, elle a travaillé la gravure sur cuir. D'accord, donc plein de projets, possibilités de développement, de collection. Pas de nouvelles marques. Non. Le cuir me faisait dire que... Les deux me suffisent là. Oui, j'imagine. Pour en revenir sur ce principe d'économie circulaire, ça parle à beaucoup de monde, ce genre de questions. Finalement, en fait, vous êtes un petit peu à la pointe d'un certain progrès, mais tout en gardant le cœur de métier traditionnel de la broderie. Oui, je pense que les artisans d'art, ils peuvent trouver justement cette alternative, ils peuvent aider au recyclage, c'est-à-dire qu'ils ont un process qui est assez... qui est déjà bien établi, ancien, et on peut intégrer justement du recyclage puisqu'on utilise des matériaux qui ne sont pas forcément d'une taille immense, pas à chaque fois, mais je pense qu'ils ont une bonne connaissance des matériaux, donc le recyclage est peut-être plus facile par ce biais-là. Et puis, j'en reste toujours à la communication. Je trouve que vous êtes un bon produit pour un communicant parce que vous déboutirez un univers de haute couture où les personnes aiment bien mettre les gens dans des cases. Vous sortez de votre case quand même. Vous sortez, vous en créez d'autres. Et le fait de faire ces passerelles, d'arriver dans le jean, de jouer l'économie circulaire, d'impliquer Emmaüs, d'être lauréate d'un certain nombre de choses, d'être dans la logique de la transmission, vous cochez toutes les cases. Et donc vous avez votre propre marque, vous faites des collaborations, donc vous faites aussi des collaborations avec des créateurs particulièrement. Oui, mais récemment on a travaillé aussi pour des films. Et là on a d'autres projets aussi du même ordre, mais le dernier, on a travaillé sur le dernier film de Luc Besson, Dracula. D'accord. Donc on s'est trouvé à la même période à travailler sur des écharpes, par exemple d'archevêque. Oui. À la fois pour Notre-Dame et pour Dracula, on s'est trouvé voilà. C'est pas grave, on sait qui gagne à la fin, donc tout va bien. Hein. Mais effectivement, ça devait être assez cocasse d'avoir cette double actualité. Alors parfois, j'ai eu un client qui est venu par rapport à Notre-Dame, et il m'entendait parler de mitres, de différentes tenues, il ne comprenait pas sur l'esthétique. Quand j'ai raccroché, je lui ai dit non. Voilà, tel projet, c'est différent. Bizarrement, on a une demande. Là, c'est blanc, là, c'est noir. Exactement. D'accord, mais pour les films, les vestes c'est de la confection rapide. Alors là, c'était vraiment pour l'atelier de broderie. Ah, et pour les vestes, c'est déjà venu à l'idée de certains d'utiliser nos vestes en jean et de nous faire des demandes. Pour le moment, on ne l'a pas eu vraiment. On l'a pas eu concrètement. Mais on a 2 actrices qui ont déjà porté nos vestes. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut acheter vos vestes ? Oui. Donc c'est sur le site internet oui, où on prend rendez-vous aussi. Ouais. L'idée, c'est pour le moment de prendre rendez-vous au sein de notre atelier. Parce qu'on parle de l'artisanat, donc ça passe quand même par l'écoute, les discussions, et préparer le projet ensemble. Vraiment par la suite, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse recevoir les clients dans un lieu de showroom. Oui. Et ils sont accompagnés par des conseillers en images. Mais ce ne soit pas une boutique. En fait, l'idée, c'est que ce ne soit pas une boutique. C'est boutique atelier. Voilà. Qu'on puisse et je pense qu'ils aiment ce charme-là où ils viennent découvrir l'artisanat. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment une intimité qui se crée et quelque chose de vraiment unique. Non, donc, si quelqu'un qui nous entend disposerait de cet endroit-là et serait heureux d'en parler avec vous, vous êtes à l'écoute. En région parisienne. On est au 55 rue de Charenton. 55 dans le 12e. Rue de Charenton, dans le 12e. Oui, donc, je résume, nous sommes avec Alexandra Latour. Oui. Donc, atelier Latour, LATOUR.com et
lavestengine.com. Donc il nous reste à peu près 2 minutes. On a fait à peu près, je crois, le tour de la tour. Bravo, Benoît. Mais on a avec comment on peut conclure cette émission qui a encore passé très rapidement, quoi. Oui, bon, on n'a pas énormément parlé du geste d'or, parce que du coup, mais ce sera par la suite. Pour une raison précise. Voilà. Pour une raison précise, c'est que ce sera l'objet d'une prochaine émission. Mais on a remporté aussi le prix du geste d'or l'année dernière. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est une reconnaissance du savoir-faire, d'une approche. Voilà. Et du recyclage. Et du recyclage. Oui, il y a cet aspect, effectivement, recyclage, réutilisation qui est au cœur de l'idée, en fait. Oui. Et faire la jonction, en fait, avec la broderie, qui est votre cœur de métier. Exactement. Mais est-ce que vous vous présentez, pour conclure, effectivement, en termes d'identité, aujourd'hui, vous vous dites brodeuse, vous vous dites entrepreneur, vous vous dites... J'ai l'impression d'être plus entrepreneur que voilà. L'impression, brodeuse. parce que c'est une réalité de terrain. Oui. Mais comme on aime bien les cases... Je suis plus styliste de broderie, mais c'est vrai que je remplis certains dossiers, je me dis, bon, je pense que je suis plus entrepreneur. Ouais. Parce que ma question était très égoïste pour savoir comment efficacement vous présenter dans la description de l'émission. Pour que vous vous retrouviez. Styliste de broderie. Styliste de broderie. Et on brodera autour de ça. Pour vous présenter correctement. Comme nous avons l'habitude de le faire. Donc voilà. Donc je rappelle que nous avons accueilli Alexandra Latour. Donc atelierlatour.com, LATOUR, et lavestengine.com. Là, je ne me suis pas trompé. Et vous pouvez, via le site internet, prendre contact et peut-être visiter l'atelier, rencontrer Alexandra. Et lui proposer des idées de lieux. Au 55 rue de Charenton, dans le 12e arrondissement. Et nous allons mettre fin à l'émission et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.